Moi j'ai mis. Des maths. Vi kregi puor. Ah, c'est nous donc. Mm. Martezé. Tu dois l'avoir, voilà, évidemment. Évidemment, nous avons. Petra eo preder. C'est un couler de nous. DSP à la caisse Varnon. Ja. Ben, preder, zo besaven, zo kemi peter e blaves, setu eus pen e pemondaïs. Da genta, diobet preder ur gelaouen a zo e peder gwech ar bloaz, Roneo skrivat. A goudeze neus paouezet a vez ar gelaouen vid bezan kiemban. A gentro da preder a bep surtout. Preder en banne prezegenio gret e kamp e trekeltiak ar brezon e gerion. Ar en preder me ar mareze. A goudeze skaget eo bet tous sardet e ESB, me narret en eus atav mont en ESB. Evit bez adiop. Ak ESB oa en dra fram et tre, gant ur galout kreiz a oa disparel a diestre d'ar vera evit a preder. A ken darret en eus da emantram, en doa ringal a dizingal. A pledet en eus dreistol da groui a brezonek. A pez a zo skandal a varout se, brezonek ne ket a vez a kroet, en dra perbadet eo. Non, a brezonek neus a vez a kroet. A live gant on amzer da genta, a dreistol gant an dut a dalvoudegez a zo e breiz. Ar an mont kuit da labourat e galek, pe gwir ne gavonket gant ar brezonek ur yez diouz o barigez. Et tu? A evit e chui, petra eo an ali a roit da remziat a zeu. Ah, Da oude ni, ar fin. marteze gouzout perak e reont gant a brezonek. Petra reont da ze. Gwechal oa boa en arbek, e oa broadel orion e feledim, ober eus breiz, ur riez distag. Bremañ, dans meno e echu, marevez a riezou, a neuze, lavarout, perak e ram gant a brezonek. Borse vo kavet a respond, met klas neustra a la kayot traoù da zon var c'hore, a traoù dirortoz bet pre. Hag a gudan ne ket gouzout a pez zo bet a rog, met a pez a zo dirak. Hag o klas ka pez a oa a raok, ne la varout eo an arbegou on eus da westla on buez d'ar brezonek a d'ar pez a rer gant ar brezonek, et troer vardu. Da zon, on tremenet yomni, hag ar pez zo en don ar anon d'an avez anket. A kemense a zo teurel goulou war an da zon. Cette petite vidéo est très courte et très intéressante. Elle démontre en 4 minutes la destruction du troisième Memzao politique d'après-guerre par son principal théoricien. En effet, il nous déclare qu'il ne sait pas qui il est, ce qui est la définition de l'aliénation de ceux qui ont perdu leur identité. Ce qui est normal dans son cas, puisqu'il a abandonné l'idée de construction d'un État Breiz qui remettait en cause l'État jacobin France. Il s'est ensuite consacré uniquement à la création du breton moderne. Et il nous déclare en même temps que l'époque des États est terminée, ce qui démontre une adhésion au passage du gauchisme au libéralisme, qui veut détruire les peuples et les cultures pour faire de la planète un vaste supermarché mondial défendu par ce qu'on appelle aujourd'hui les bobos, promoteurs du déracinement, destructeurs des États, qui sont comme l'ont
démontré Aristote et Hegel, les outils nécessaires au passage des hommes-singes préhistoriques, naturels, aux humains culturels, animaux politiques, étatiques historiques, grâce aux États qui incarnent l'esprit, les entités qui donnent une identité à un peuple et à ses citoyens, qui deviennent humains. Guy Etienne nous montre bien sa face lumineuse d'artiste créateur en linguistique, son côté positif et sa part d'ombre portée très négative de destructeur de la communauté nationale de l'Emzao, lorsqu'il reconnaît lui-même que son mouvement ESB était un mouvement très structuré et très centralisé, c'est-à-dire qu'il était une copie, une contrefaçon paradoxale du jacobinisme bureaucratique qui était censé être remis en cause. Cette pitrerie pourrait nous faire rire si elle n'avait pas malheureusement déçu et dégoûté toute une génération découragée de jeunes qui étaient prêts à servir l'idéal du fédéralisme né en Bretagne à partir du XIXe siècle. Jusqu'en 1970, Guy Etienne était un brillant théoricien rationnel, ce qui était très bien, car il était inspiré par l'idéal spirituel de l'État Braise. Mais il est malheureusement passé d'une philosophie rationnelle au rationalisme cartésien du jacobinisme bureaucratique qui est le propre de l'antifédéralisme. Il est alors devenu un Français parlant le breton moderne, promoteur du système cosmopolite actuel à tuer les peuples en détruisant leurs frontières et leur culture. C'est ainsi qu'est mort dans les années 1970 le troisième Emzao politique pour donner naissance dans les années 1980 au quatrième Emzao uniquement linguistique et culturel, surtout grâce aux éditions Préder dirigées par Guy Etienne, qui a le grand mérite de nous laisser un capital énorme qui fait du néo-breton une langue du monde postmoderne dont nous pouvons nous servir dans le cinquième Emzao qui doit coordonner les trois niveaux étatique, linguistique et économique. Le cinquième Emzao doit dépasser les antagonismes multiples et variés de la société française Bretagne pour les fédérer à un niveau supérieur étatique par sa langue fédératrice, en créant des communautés de production alimentaires et artisanales pour répondre aux besoins d'une population auquel ne répond plus l'État centraliste français. L'État du fédéralisme Braise doit donc être l'antithèse de l'État du jacobinisme France, qui a donné naissance depuis 1789 au mondialisme financier actuel, qui provoque une crise économique planétaire. Elle a l'avantage de détruire les grands États-nations et donc de permettre la renaissance des États-régions, donc la naissance du localisme. C'est pourquoi l'Emzao révolutionnaire peut renouer avec le fédéralisme de sa naissance au XIXe siècle en réaction contre le jacobinisme. Il doit être authentique et non plus être une parodie du folklorisme d'avant la guerre de 14, du fascisme dans l'entre-deux-guerres, du nationalisme ou du gauchisme, du bolchevisme des années 1970. L'Emzao de Braise doit devenir exemplaire pour la France et l'Europe, en étant le germe d'un État en néo-breton faisant l'unité d'une société de pays différents,
Cornouailles, Léon, Trégor, Vantais et autres, avec leurs langues et traditions propres si ils le désirent. L'Emzao doit être un recours au monde celtique traditionnel pour une renaissance des peuples comme alternative au monde catastrophique industriel actuel de l'individualisme dans l'ultralibéralisme. C'est pourquoi nous devons défendre le communautarisme de petites unités locales de production qui permettront, par une philosophie pratique, le bien-être dans un nouveau mode de vie quotidien. En ce 6 janvier 2021, nous saluons la mémoire de Guy-Étienne Abana, qui nous a légué un héritage considérable pour travailler et produire l'avenir de Breizh en Europe. Avec ombre et lumière, Guy-Étienne Abana est rentré dans l'histoire de l'Emzao, donc dans l'histoire de Breizh, c'est-à-dire de l'État breizon, et Ker Breizh présente à sa veuve et ses enfants le meilleur souvenir pour le départ, le 6 janvier 2015, d'un homme qui avait l'âme d'un révolutionnaire hors du commun. Pour remonter le temps, Guy-Étienne était né en 1928, au mois de septembre, donc pendant le second Emzao, pendant l'Ey Emzao, comme on dit en breton, c'est-à-dire entre les deux guerres. Et après son séjour à Paris à la fin des années 40, il a découvert ce qu'on appelle le breton littéraire avec Nevel Mordian. Il me disait qu'il avait une fois trouvé un livre qui s'appelait Histoire Arbed, l'histoire du monde. Et ça a été le déclenchement de sa passion pour la langue bretonne et la renaissance de Breizh, devenu sous le joug du pouvoir jacobin Bretagne, provincial. Et Guy-Étienne s'est trouvé donc passionné par la renaissance de Breizh nationale. Il a donc eu une démarche révolutionnaire pour procéder au sens étymologique du terme de révolution, un retournement, un retour de l'État Breizh qui a commencé à se franciser à partir du Moyen-Âge pour être intégré et perdre toute souveraineté lors du coup d'État français de 1789 qu'on appelle la Révolution française, qui en fait là n'en est pas une, puisque ce n'était pas le retour d'un système, mais l'abolition du système précédent, de l'ancien régime qu'on dit en français, et l'établissement à coups de guillotine, la très sainte guillotine étant la très sainte patronne de la République jacobine. Pendant la Terreur, puisque ne l'oublions pas, le terme terrorisme est né avec le pouvoir du jacobinisme en 1792. La dictature de la bourgeoisie qui a donné la République centraliste, totalitaire, qui a francisé par la tyrannie toutes les cultures populaires de la France, jusqu'en Afrique noire, en passant par le Maghreb ensuite, au XIXe siècle. Et Guy-Étienne a entamé ce processus de révolution dans les années 50 en apprenant le breton de Gwalarn, c'est-à-dire le breton issu de la revue littéraire Gwalarn, dirigée par Ropar Zemon,
lequel Roparzémont avait établi l'orthographe unifiée dans les années 40, qu'on appelle le ZH, qui a donné donc le breton littéraire, et Guy Étienne s'est évertué à travailler ce breton littéraire pour en faire une langue d'État. Et pour cela, il a créé, je crois que c'était en 1958, l'association et la revue Préder, qui publiait des travaux philosophiques, puisque Préder veut dire réflexion, sont nés de nombreux articles traitant de la philosophie de l'État, afin de produire dans l'histoire un nouvel État Braise. J'ai entendu dire qu'à la fac de médecine, pour mémoriser ses cours, il prenait ses notes en breton. Bon, c'est là qu'il s'est aperçu qu'effectivement, le breton moderne ne répondait pas aux besoins du monde moderne et qu'il fallait créer des nouveaux mots. Et c'est justement donc à cette époque qu'il a rejoint la revue Alliam, qui était une revue littéraire, et qu'il a fait la connaissance de Goulven Pennaud, un éminent linguiste, un celtisant, qui s'est associé donc à Préder pour travailler sur ce qu'il passionnait, sur la création de nouveaux mots en breton moderne. Et donc le but de Guy Étienne, qui signait Abana à l'époque, le fils d'Anne. Il ne faut pas oublier que la patronne des Bretons dans la tradition, c'est Sainte Anne. Et de plus, je crois que la mère de Guy Étienne se prénommait Anne. Donc avec Goulven Pennaud, Yuen Ollière, Renan Nuon et Père Denez aussi, et aussi Guillaume Dubourg. Ils ont produit énormément, donc dans les années 60, depuis la fin des années 50 jusqu'en 1966-67 ensemble, jusqu'à créer une nouvelle structure, un nouveau mouvement politique qui s'appelait ESB, c'est-à-dire Mouvement étatique de Bretagne, avec le mouvement SADED. Guy Étienne avait créé l'école du second degré, d'études du second degré en breton moderne, c'est-à-dire Strola dans Descadurez, Eil Derez, Sadet, et avec Préder, ça a donné naissance à ESB, Emzao Stadel Braise, mouvement étatique de Bretagne. Le but était de créer une structure parallèle à la structure française, afin de remplacer cette dernière. Et ça se développait tout doucement et même assez rapidement. Malheureusement, suite à mai 1968, est apparue la mode du gauchisme et du marxisme-léninisme, et ESB a très rapidement été influencé par les idées pseudo-révolutionnaires du quartier latin. À USB, on nous disait qu'il ne fallait pas se laisser influencer par les idées parisiennes, afin que le mouvement Emzao produise, suite à sa propre dialectique, une pensée personnelle. Il s'est laissé empoisonner par le gauchisme, le marxisme-léninisme. Justement, ceux qui sont restés dans la tradition catholique romaine, comme Yuen Ollière et Guillaume Dubourg, sont partis du mouvement ASB. Et en 1969, il y avait aussi Paul Calvez. Et j'étais jeune étudiant en langue bretonne moderne à l'époque, et c'était en août 1969. Il y a donc maintenant bientôt 52 ans. J'étais un peu
dérouté par ce qui se passait, puisque à l'époque j'étais un idéaliste, et je le suis toujours, mais je suis quand même beaucoup plus réaliste qu'à cette époque. Évidemment, il y a toujours une évolution qui se crée sur une cinquantaine d'années. Il y avait déjà eu le départ de Père Denez dans les années 60, car celui-ci avait tourné le dos au mouvement national pour se faire récupérer par l'État français, car il avait trouvé un poste à l'université. Il avait rejoint la fac de Rennes comme prof de breton, ce qui était insupportable à l'époque pour le mouvement national. Alors justement, après 1969 et cet ancrage dans le gauchisme influencé par le quartier latin, Guy Etienne a fini par déclarer « J'ai été nationaliste, mais je ne le suis plus ». Et à la suite de quoi, il a fermé l'école Sadet, qui était une école par correspondance. Je crois que c'était en 1972, ça. Et il s'est radicalisé dans le gauchisme et des études sur le syndicalisme, etc., en breton dans la revue MSAV. C'était un peu aussi par la revue MSAV des cours de sciences politiques, puisque le but de la revue MSAV et du groupe ESB était la formation de cadres politiques pour le futur, pour servir le futur État Brézonne, pour remplacer l'État français progressivement. Donc, ce début des années 70 a été témoin de l'échec de l'entreprise qui avait commencé dans les années 60. Et moi, à Bana, oui, je l'avais surnommé Bouddha Bana, car il avait une très très grande influence sur les jeunes que nous étions, puisqu'il avait au moins 20 ans de plus que nous. Et hélas, cette influence a eu des effets pernicieux sur les uns et sur les autres, car son gauchisme nous a influencés, qui est devenu d'ailleurs du gauchisme, du libéralisme ensuite, puisque après avoir déclaré qu'il avait été nationaliste, mais qu'il ne l'était plus, puisqu'il était, disons, socialiste, et il est passé au libéralisme en me déclarant tous les peuples du monde ont vocation de se mélanger, et c'est une bonne chose. Et en fait, c'est très intéressant ça, parce que nous assistons justement au résultat aujourd'hui du soutien du libéralisme par les anciens trotskistes, gauchistes, etc., surtout aux États-Unis, qu'on les appelle les nouveaux conservateurs. Ça donne aussi en France les antifas, les black blocs, etc., qui sont les meilleurs défenseur du système mondialiste capitaliste qu'ils étaient censés attaquer et détruire autrefois pour des raisons révolutionnaires. Et maintenant, ils sont les meilleurs soutiens des banquiers qui veulent uniformiser la planète, détruire les frontières et toutes les cultures populaires de manière à créer un super marché mondial. Ce qui est totalement en contradiction, évidemment, avec la renaissance d'un pays, d'une culture et d'une ancienne civilisation, comme Brest, qui est devenu Bretagne, et comme aussi beaucoup d'autres pays d'Europe. Moi, j'avais quitté ESB, comme ce mouvement gauchiste à l'époque, parce que j'étais révolutionnaire fédéraliste. J'avais eu la chance d'avoir un grand-père anarchiste qui était fédéraliste. Et d'ailleurs, j'ai participé avec le mouvement des autonomes à la publication de Un monde sans argent, le communisme. Mais ce n'était pas le communisme comme on l'a connu en Union soviétique, évidemment.
c'était plutôt ce qu'on appellerait maintenant le communautarisme, c'est-à-dire la mise en valeur des communautés, des communautés populaires, culturelles, qui sont écrasées maintenant par le capitalisme soutenu par le gauchisme, et donc le libéralisme qui détruit la planète et tout le monde vivant maintenant, puisqu'il y a à peu près 40 à 50% des espèces vivantes qui ont disparu depuis 40 ans. Et on voit que actuellement, pour sauver ce système financier international, il y a la naissance, comme par hasard, de la Covid-19, qui laisse envisager des vaccins obligatoires pour contrôler la population mondiale. Progressivement, Guy Etienne s'est éloigné de toute activité et de toute préoccupation, puisqu'il n'était pas acteur politique, mais spectateur, observateur de la vie politique, et c'était un critique, très influencé par le rationalisme français et par Hegel aussi. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé dans le mouvement ESB, parce que c'est aussi cela qui est à l'origine de l'échec de la création et de l'évolution, surtout, d'ESB. L'influence des idées de Paris, qui frisaient l'imposture, a tout à fait engagé la disparition de tout mouvement authentique, en contradiction totale avec les déclarations qui voulaient qu'une dialectique authentique de Breizh naisse dans la société Bretagne pour créer un État Breizh. C'est-à-dire qu'il s'est développé un esprit bureaucratique, influencé par le maoïsme aussi, qui voulait que, à partir des années 72, le moindre écart de la doctrine officielle donne lieu à une autocritique. C'est autocritique. Emzezran en breton. Et c'est ce qui m'a été demandé, moi, à la fin de 1972. Et donc, j'ai donné ma démission, ce qui m'a beaucoup contrarié. Mais j'avais compris que ça rentrait tout à fait dans un processus en contradiction totale avec ce que j'avais en tête et qui me faisait étouffer, en fait. Moi, j'étais plutôt dans la tendance anti-étatique, tout en reconnaissant le bien fondé d'une structure d'État. Et j'étais assez pris de liberté créatrice artistique. Je pratiquais beaucoup la peinture et la sculpture. Guy Etienne a eu le grand mérite d'être un de ceux qui m'a fait comprendre que la création historique, c'est-à-dire d'abord politique, était une création artistique, et que toutes les créations artistiques, qu'elles soient picturales, sculpturales ou politiques, se rejoignent. C'est ce qui m'a encouragé à insister dans ma vocation picturale, c'est-à-dire que j'ai surtout eu une production en peinture et en sculpture depuis 50 ans. Et il n'est pas étranger à ma volonté de faire un travail régulier pour produire dans ce sens-là. Travail que j'ai mené parallèlement à une préoccupation d'analyse politique et de critique de la société marchande capitaliste du système à tuer les peuples. Mais je n'oublie pas qu'à l'époque, le ESB, donc le MZAO, n'était que la reproduction
stupide de l'État jacobin qui était critiqué. Donc, il y avait même un côté grotesque dans ce processus d'imitation de l'État jacobin qu'on était censé remettre en cause. Et comme disait Bossuet, Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences et qui en chérissent les causes. C'est tout à fait illustratif de ce qui est arrivé à Lemzao dans les années 1970. Et aussi, comme disait Albert Einstein, on ne résout pas un problème avec le même mode de pensée que celui qui l'a créé. Par exemple, les cellules du mouvement étaient baptisées par numéro, par chiffre. Étaient baptisées du chiffre du code postal du département. Hein, par exemple, moi j'étais dans la cellule parisienne, dans la cellule Kélic, on disait, Kélic 75. Ceux de Rennes étaient dans la cellule 35. Donc, il y avait un refus de la réalité des pays qui avaient formé Breizh, ce que nous devions remettre dans l'histoire, ce qui était complètement farfelu. Hein. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas remettre en question un système étatique, objectivement, en le reproduisant chez nous-mêmes. Il est évident que pour moi, vouloir combattre l'État jacobin tyrannique qui a détruit la culture de Breizh en reproduisant la même chose dans le but de faire un État Brezhonne me paraissait plutôt comme un canular, une contre-vérité. Moi, je voyais surtout un État Breizh un peu à l'image de la Suisse, comme exemple pour l'Europe et d'abord pour la France fédérale. Et le monothéisme a engendré le jacobinisme sous sa forme laïque et qui détruit la France. Et la solution n'est-elle pas le fédéralisme qui avait déjà donné naissance au girondisme, comme on l'appelait pendant ce qu'on a nommé la Révolution française après 1789. Les Girondins qui ont été massacrés par les Jacobins à coups de guillotine sur simple dénonciation calomnieuse, bien souvent, pendant la Terreur. Enfin, maintenant, de toute façon, il faut cesser de se retourner vers le passé et surtout s'inspirer de la tradition, du monde traditionnel, hein, et non pas du monde industriel qui finit par détruire non seulement les peuples et même la planète, mais tous les pays, hein, pour des raisons économiques qu'on connaît, qui sont fondées sur l'individualisme comme base du libéralisme, pour atomiser les gens et métisser les peuples, un génocide des peuples par métissage. Cela afin de pouvoir rendre manipulables et corvéables les humains à merci. Et n'oublions pas que ce processus qui détruit les États, hein, et donc les pays, détruit l'humain tout court, puisque depuis Aristote, nous avons la démonstration que ce qui fait l'humain, c'est l'animal politique. Et n'est politique que ce qui est étatique pour devenir historique. Et l'humain dépolitisé, déculturé, c'est le retour à l'homme singe préhistorique, hein, sans activité historique, en dehors de l'histoire. Hein. Donc le futur, ce que j'appelle l'archéofuturisme, qui a été repris par Guillaume Fay dans son livre du même titre, hein, c'est le monde traditionnel dans l'avenir, c'est-à-dire le monde spirituel,
hein. Comme disait le ministre de la Culture du général de Gaulle, André Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'était, à mon avis, prophétique. Il avait raison, car ce que nous avons à faire, à réaliser maintenant, ce sont des communautés urbaines et rurales, mais surtout rurales, pour produire une agriculture, une permaculture, comme on dit maintenant, avec des relations humaines et des directions philosophiques, pour reprendre les idées de Platon dans La République, c'est-à-dire des groupes qui peuvent travailler ensemble pour se former dans l'activité agricole, et dans la formation philosophique pratique, c'est-à-dire dans la philosophie active, de manière, en se regroupant plus tard, à former de nouveaux états philosophiques pour diriger l'économie et non plus être dirigé par l'économie comme c'est le cas aujourd'hui. C'est le système que j'envisage pour le futur en Bretagne, de kibbutz, ce qu'on appelle les kibbutz, ce qui a été très efficace en Israël, puisque en Israël, après leur naissance, une cinquantaine d'années ensuite, ça a donné l'État d'Israël, avec un gouvernement moderne, structuré, et une nouvelle langue moderne, l'hébreu moderne, qui est même devenue la langue de l'université et la langue du pouvoir, en très peu de temps. Donc il vaut mieux prendre exemple sur ce qui marche dans l'histoire plutôt que sur ce qui ne marche pas. Et donc j'ai parlé de tout ça sur mon site il y a déjà une vingtaine d'années, sur le système des kibbutz comme exemple pour la Bretagne et d'autres régions de France et d'Europe, afin de participer à une renaissance de la France et de la Grande Europe. En breton, on appelle ça les Kendreo. Et il y a aujourd'hui des jeunes qui s'étaient regroupés autour de la revue en breton moderne Nidiad, qui s'organisent pour réaliser ce projet qui ne peut qu'avoir du succès, vu l'état de délabrement dans lequel peuvent se retrouver les économies occidentales assez rapidement, suite aux problèmes que l'on connaît en ce moment avec la Covid-19, etc. etc. C'est-à-dire que l'oligarchie mondiale bancaire a visiblement pour but de se débarrasser de la classe intermédiaire entre les masses et elles-mêmes, qu'on appelle la classe moyenne, qui ne peut que la déranger, c'est-à-dire la classe des artisans, des professions libérales, et des petits commerçants, quoi, des petits restaurants, etc. etc. C'est-à-dire que certainement que le but est de développer au maximum les grands supermarchés et les grands espaces alimentaires, comme les McDo et autres Big Burger ou King, je ne sais pas trop quoi, américanisés. Le grand mérite de l'expérience du mouvement des années 70, c'est que ces contradictions extravagantes permettent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui grâce à l'alliance des gauchistes avec le libéralisme, qui, à mon avis, proviennent de l'esprit judéo-chrétien, qui veut qu'on soit du côté du bien absolu, et que toute opposition représente le diable, le mal absolu. Et j'ai souvent vu des gauchistes en Bretagne, issus du christianisme, se retrouver avec des attitudes extrêmement violentes et radicales au nom de la liberté, alors qu'ils se conduisaient comme
les fascistes qu'ils sont censés combattre. C'est pour ça que je les appelais les fascistes antifascistes ou les racistes antiracistes, qui se retrouvent toujours du côté du manche, qu'ils doivent servir. C'est l'esprit de la soumission, du service du pouvoir. C'est ce qu'on retrouve très souvent dans la mentalité des colonisés et des esclaves qui restent soumis à leur maître, du moins à l'idéologie dominante, hein, qui peut changer et se retourner quand il y a un changement de pouvoir. Donc à partir des années 1980, ce cher Guy Etienne, qui avait repris son nom à l'état civil français et quitté son pseudo de Habana, m'a beaucoup moins fréquenté parce que il ne comprenait pas très bien cet esprit fédéraliste qui était le mien, avec une multiplicité relationnelle de différences et même d'opposés. Lui était resté dans le dogme qui était le sien, et j'avais quand même des relations épistolaires avec lui, et surtout téléphoniques. Mais lui s'était spécialisé dans ses dictionnaires, et il ne voulait plus vraiment entendre parler d'activité politique. Hein. Et moi, ensuite, je me suis surtout, comme il avait fait lui-même en linguistique, je me suis surtout cantonné dans l'activité picturale, artistique. Il faut dire qu'à l'époque, dans ce début des années 1970, il y avait tout un bouillonnement et toute une agitation dans tous les sens à Paris, entre Ordre Nouveau, la Ligue communiste, les nationalistes, les gauchistes. Moi, je vivais entre Montmartre et Montparnasse, où je faisais des expos dans les cafés comme la Coupole, le Select, la Liberté, la Marine, etc., etc. Et on pouvait rencontrer des gens de tous horizons. Par exemple, j'avais rencontré le père Olière Mordrel et aussi Jean Le Calvez, qui avait créé le Strola d'Arvro. Et donc, je travaillais un peu avec le Strola d'Arvro à Paris, Montparnasse. Et j'avais retrouvé Yann Fouéré, qui lui donc était le patron du FLB. J'étais revenu à mes premières amours du MOB en 1965-66, lorsque j'étais adolescent, Mouvement pour l'organisation de la Bretagne, qui était fédéraliste européen. D'ailleurs, Yann Fouéré était un peu un prophète de la grande Europe des États-régions, avec son livre « L'Europe aux 100 drapeaux, la Bretagne écartelée », etc., etc. Ça lui a valu une incarcération en 1975. C'est un livret là, on avait publié, on diffusait Yann Fouéré, la Cour de sûreté de l'État, dans son petit livre blanc. Et là, j'ai encore un manifesto de Strola d'Arvro, lorsque je travaillais aussi avec Jean-François Kerverne, le pharmacien de Landéda, la paroisse d'origine de ma famille. Et je travaillais aussi, j'étais très proche de l'OJTR, l'Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires, du PSU. Hein, et donc, dans l'esprit fédéraliste, je fréquentais des gens qui étaient donc des socialistes et des gens qui étaient des nationalistes. Tout ça, c'était un bouillonnement parisien des années 70, car je fréquentais aussi les gens du GRES, groupe de recherche et d'études sur la civilisation européenne. Tout ça est une période révolue et c'est regrettable. Mais il y a un retour de la préoccupation philosophique maintenant, donc avec l'idée fédéraliste, hein, que malheureusement Guy Etienne avait abandonnée pour
s'en tenir au marxisme-léninisme dans les années 70. Mais surtout, tant qu'il avait connaissance de mes relations avec le mouvement autonome à Paris, je pouvais avoir des relations très amicales avec lui. Mais dès qu'il a compris que par mon esprit fédéraliste, c'est-à-dire d'union des différences et des contraires, que je considérais la vérité comme paradoxale, hein, et qu'il fallait s'en tenir pour être fédéraliste à un esprit, disons, copulatif de l'union des contraires, et que je fréquentais aussi des gens de droite ou même d'extrême droite et de gauche et d'extrême gauche, c'est là que par téléphone, il me faisait des grandes déclarations sur le libéralisme comme avenir de l'humanité, etc. Et qu'il avait abandonné tout travail politique, hein. Et là, il est devenu un géant du travail linguistique, un colosse lumineux du breton moderne. Mais ce qui est important, c'est que cet homme lumineux, qui était Guy Etienne, a abandonné d'ailleurs son pseudo de Habana, son pseudo de chevalier, pour publier à nouveau sous son nom d'état civil dans l'État français, Guy Etienne. Ce qui est tout à fait révélateur. Mais il nous a laissé un capital extraordinaire, je dirais colossal, en langue bretonne, puisqu'il a publié un dictionnaire de psychanalyse, un dictionnaire des médias, de l'informatique, et un dictionnaire de médecine. C'est-à-dire qu'il a porté le breton moderne au niveau des langues d'État, des autres États du monde actuel. Comme on dit en français aussi, même le lilas blanc a une ombre. Et le côté politique gauchiste qui a tué le mouvement politique qu'on appelait le troisième MZAO, et la part d'ombre de Guy Etienne, le lumineux sur le plan linguistique, qui, je le répète, nous laisse un capital qui ne demande qu'à être utilisé comme outil pour produire à nouveau dans l'histoire de Breizh une nouvelle civilisation qui, en étant, je le propose moi, fédéraliste en Bretagne, peut servir d'exemple, de modèle à une République fédérale française qui elle-même serait un relais, un modèle pour une grande République fédérale européenne, c'est-à-dire une Europe des peuples qui ont été étouffés par les États-nations. C'est-à-dire qu'une renaissance des peuples par les États-régions en Europe pourrait être une solution pour l'avenir de l'humanité, qui est menacée aujourd'hui, comme on le sait, par la pollution, la destruction de tout ce qui est naturel. J'ai créé le cercle Maxen Vledik, qui est le nom de l'empereur qui est à l'origine de la Bretagne continentale, ayant entraîné les Bretons du pays de Galles jusqu'à Rome. Ça, c'est une longue histoire qu'on peut trouver sur Internet, sur mon site www.tilnon.com, comme la définition du fédéralisme. Enfin, j'avais créé ce cercle impérial parce que je disais, et je dis toujours, que l'empire que doit devenir à nouveau l'Europe n'uniformise pas, mais il unit les peuples. Et il encourage les peuples dans leur droit à la différence et leur liberté à disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est important. C'est ce que n'a pas compris le monothéisme qui a donné le jacobinisme en France,
qui a uniformisé dans l'esprit un gouvernement unique, une langue unique, une culture unique, une république unique, une et indivisible, etc. etc. Bon, on connaît les slogans de la République centraliste qui a détruit la France. Il n'y a pas de création historique, philosophique, spirituelle sans création étatique qui répondent à un besoin économique matériel du peuple. Ce besoin économique matériel étant soumis à la structure étatique spirituelle et non pas comme c'est aujourd'hui le contraire, d'où les nombreux problèmes qui se posent dans la population du monde occidentalisé. Car il est évident que nous devons répondre à de nouveaux besoins des gens qui sont laissés pour compte en marge de la société actuelle. Et pour répondre à ces nouveaux besoins historiques et économiques, il faut avoir une bonne formation concernant le politique à fonction de création historique, donc étatique, et dans la politique à fonction économique dans la société. L'échec de nombreux mouvements de renaissance depuis un bon siècle vient, à mon avis, du fait que ces mouvements n'ont pas su répondre aux besoins économiques, alimentaires des idéalistes qui voulaient se consacrer à la création historique au sens artistique du terme pour un nouveau monde fondé sur la communauté, le communautarisme et non pas l'individualisme qui nous vient du salut individuel de la religion monothéiste qui a donné naissance au jacobinisme contre le fédéralisme. Personnellement, je disais ça déjà dans les années 1970, quand je fréquentais les uns et les autres dans l'optique fédéraliste, en ayant des relations aussi bien avec des nationalistes d'ordre nouveau qu'avec des socialistes du PSU, et ensuite des autonomes du mouvement qui a donné naissance dans les années 80 à Action Directe, par exemple, après l'élection de François Mitterrand, qu'il faut répondre aux besoins alimentaires, d'une philosophie alimentaire des uns et des autres, et non pas pratiquer une philosophie universitaire, c'est-à-dire une philosophie active, pratique, et non pas une philosophie pour avoir des diplômes et retourner enseigner au lycée, comme j'en ai connu beaucoup. Car la plupart des militants que j'ai connus depuis les années 1970, remettant en cause le système occidental actuel, en fait, ont été récupérés par ce système, car il n'y a que lui qui pouvait répondre à leurs besoins économiques alimentaires. Beaucoup d'intellectuels se sont retrouvés récupérés par l'éducation nationale, l'université, pour avoir un poste, et de ce fait neutralisés, à la limite de la trahison. Oui, pour créer un mot nouveau, je dirais qu'ils ont été neutralisés. Guy Etienne nous a quittés trop tôt parce qu'il n'a pas pu terminer son dictionnaire de médecine en langue bretonne, et ce qui est continué maintenant par son collaborateur fidèle Jan Bol Noalek et Michael Coïc, le secrétaire des éditions Préder, car Guy Etienne a fait son immense travail de linguistique
comme un moine isolé pendant les 30 dernières années de sa vie, et il n'a bénéficié que de très peu de collaborateurs, à part son épouse Gisela, Gulven Penaud, Michael Koik et Jan Bol Noalek, à ma connaissance. Oui, en fait, il y a tellement à dire sur un homme de cette carrure qui a consacré 70 ans de son existence au service d'une cause, qu'on aurait besoin de plusieurs heures de vidéos pour essayer d'en donner une image assez fidèle d'une réunion annuelle pour évoquer son départ vers l'autre rive de l'histoire. Ça serait quand même un signe de reconnaissance pour tout son travail. Il est évident que là, j'ai évoqué différentes époques dans un brouillon qui mériterait d'être discuté avec d'autres témoins pour y voir clair et en tirer les leçons pour l'avenir. Car comme disait Pierre Dac, je ne regarde pas le passé car sinon j'ai l'avenir dans le dos. C'est pourquoi nous pouvons remercier le côté lumineux de Guy Etienne qui a développé le concept de capital historique durant les années 60 en parlant du capital historique de l'Emzao, du troisième Emzao, et qui a donné aussi naissance donc au quatrième Emzao, qui était surtout linguistique, et qui a développé ce capital linguistique qui peut servir maintenant au cinquième Emzao, afin de créer des structures étatiques qui pourront répondre aux besoins économiques du peuple bréson. Kenavo, Kentatro, au revoir, à bientôt, Guyon Etienne à Borna. Pardonne-moi d'avoir fait cette vidéo en français, c'est pour informer nos compatriotes dans la société française Bretagne, et non pas pour former des cadres dans l'État Braise en breton moderne, comme tu le sais. J'ai fait cette vidéo pour commémorer le 6e anniversaire de ta naissance de l'autre côté, où nous nous retrouverons certainement, avant de revenir pour continuer notre œuvre dans le monde visible, après ce séjour, ce repos dans l'invisible, et afin de terminer, si possible, le travail que nous avions engagé, sans tomber dans les mêmes pièges qui nous ont été tendus par nos adversaires dans cette vie au XXe siècle. Car il nous reste à créer l'état philosophique de notre idéal qui nous a mobilisés par l'enchantement et le mystère qui nous motivait dans notre dernière vie, notre dernière incarnation dans ce monde matériel. Quand nous quitterons le monde invisible pour revenir dans ce monde visible, profane, où nous avons toujours pour mission d'enseigner le sacré, pour le révéler aux disciples, afin qu'ils puissent dépasser, comme nous-mêmes, les épreuves qui nous sont imposées pour nous améliorer et nous transmuter pour servir notre idéal. Car nous ne sommes pas de partout, n'importe où, et de nulle part dans notre pays. Honneur et fidélité à Bana, Guyon Etienne.